Ici Moscou, 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 Moscou. En 2012, Vladimir Poutine a eu 60 ans. Et après 4 ans de présidence Medvedev, il a enfin remis la main sur son poste au Kremlin. 3e élection. Nous avons gagné dans une lutte ouverte et honnête. Mais ce n'était pas seulement l'élection du président de la Russie. C'était un test très important pour nous tous, pour tout notre peuple. De quel test Poutine parle-t-il ? C'était un test de maturité politique, d'autonomie et d'indépendance. Nous avons montré que personne ne peut rien nous imposer. Nous avons montré que notre peuple est capable de faire la différence entre le désir de renouveau et les provocations politiques. Le désir de renouveau contre les provocations politiques. Comprenez le poutinisme contre l'Occident. Nous avons gagné. Vive la Russie! En 2012, il y a donc 10 ans déjà, Poutine annonçait la couleur. Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants. Il faut toujours garder à l'esprit que Vladimir Poutine considère que l'Union soviétique a perdu la guerre froide. Une défaite humiliante. Et dans sa culture de caïd, quand l'honneur est bafoué, il faut se venger. Depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, Poutine s'est employé à reconstruire une grandeur russe, histoire de s'imposer à nouveau dans les négociations. Ses 2 premiers mandats ont servi à réinstaller la Russie sur la scène internationale. Et depuis 2012, nous sommes passés à l'étape suivante. Rejouer un conflit avec l'Ouest, mais cette fois, il veut gagner le combat. Dans ce dernier épisode, vous allez avoir confirmation que nous avons des raisons d'être inquiets. Poutine s'est engagé dans une guerre de civilisation. Ici Moscou. Chers auditeurs, veuillez écouter la revue de la presse soviétique d'aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Poutine, le tsar soviétique. 5e épisode, la Russie éternelle. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ce dernier épisode commence le jour de Noël en 2011. D'ordinaire, le 25 décembre est un jour très calme pour les actualités. Il ne se passe jamais grand-chose. Or, ce 25 décembre 2011 donc, la vie politique en Russie nourrit la une des journaux du monde entier. 120 000 personnes, comme le disent les organisateurs, ou 29 000, comme le dit la police. À Moscou, les chiffres font le grand écart pour la plus forte manifestation anti-Poutine jamais organisée. À Moscou, la police n'est pas intervenue. En revanche, à Saint-Pétersbourg, elle a procédé à plusieurs arrestations. Début décembre, les élections législatives à la Douma ont été entachées de fraude et les tensions sociales en Russie sont exacerbées. Au point qu'une large partie de l'opinion russe rejette l'idée d'un retour de Vladimir Poutine au Kremlin au printemps suivant. En Russie, la rue gronde. Alors, ce sont des grands mouvements de contestation, effectivement, partout en Russie, c'est-à-dire qu'on les voit surgir dans les villes de province. Alors évidemment, Moscou et Saint-Pétersbourg constituent le centre de la protestation. L'historienne Françoise Dossé. Et à l'époque, ce sont plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui descendent dans les rues à Moscou, ce qui est très considérable en fait pour la Russie, dans un contexte malgré tout où manifester ne va pas de soi parce qu'on sait qu'on s'expose à un certain nombre de répressions possibles.
Le pouvoir, au départ, est très embarrassé en fait face à cette importante contestation et hésite à réprimer directement dans la violence, de peur probablement de se mettre à dos plus largement la population. Donc en fait, l'hiver 2011-2012 est marqué par ces manifestations régulières, alors qu'il fait très froid dans le pays. Les militants défilent dans les rues tous les dimanches. Le pouvoir observe, ne prend pas de mesures répressives directes. La répression, en fait, n'intervient qu'après la réélection de Vladimir Poutine. Donc, au printemps 2012, c'est là que s'enclenchent, en fait, les procès contre les manifestants et que ces grands procès, en fait, vont lancer ce mouvement de répression qui va aller en se durcissant tout au long des années 2010. Bonne année sans Poutine! La Russie sera libre! Ce formidable orateur, c'est Boris Nemtsov, un ancien vice-premier ministre. Nous sommes 120 000, dit-il. Il y a un mois, c'était encore inimaginable. La peur a changé de camp, explique l'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et ils sont peu. Ils ont peur parce que nous n'avons plus peur. Faisons que 2012 soit l'année de la nouvelle Russie, de la Russie sans escrocs et sans voleurs, de la Russie sans Poutine. Durant cet hiver 2011-2012, il n'y a donc pas si longtemps, il faut se souvenir que l'opposition à Poutine était possible, publique et combative. Mais alors, que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? À ce moment-là, Vladimir Poutine comprend, je crois, plusieurs choses. Le documentariste Benoît Vitkine. La première, c'est que son pouvoir n'est pas éternel, qu'il peut y avoir une opposition massive dans la rue, et c'est évidemment un problème pour lui, a fortiori pour un dictateur comme lui, qui est quelqu'un qui conserve à maintenir les formes et à s'appuyer sur une relation au peuple. Il se trouve qu'il est quand même plutôt populaire, Vladimir Poutine, et que ça lui importe dans la structure de son pouvoir. Et donc voir dans la rue des dizaines de milliers de personnes défiler, c'est un problème. Le deuxième problème, la deuxième chose qu'il comprend à ce moment-là, c'est le risque de contamination dans sa tête des idées démocratiques, libérales, qui sont en vigueur souvent en Occident, pas partout, et d'ailleurs pas qu'en Occident. Mais c'est ces deux choses-là qui lui font peur. Et donc Poutine a peur, Poutine a un sens politique aigu, Poutine analyse très bien les situations, il va donc décider de contre-attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, Antoine Vitkine, dans la tête de Vladimir Poutine, une contre-attaque? Ça commence par l'accusation qu'il porte envers tous ceux qui manifestent, qui sont encore une fois très nombreux, qui consiste à dire qu'ils sont des agents de l'étranger, qu'ils sont stipendiés, notamment par la CIA. Donc c'est la théorie du complot. Voilà, c'est Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui utilise en permanence la théorie du complot à des fins politiques. Et donc c'est ça, sa rhétorique. Autrement dit, les idées démocratiques libérales sont des idées exogènes, importées de manière sournoise par les Occidentaux et par leurs services secrets. Et donc, par voie de conséquence, ceux qui les portent sont des ennemis. Et c'est pas pour rien qu'on assistera plus tard à la tentative d'assassinat de quelqu'un comme Navalny, son principal opposant de l'époque. Ça vient de cette rhétorique-là. Et puis, ça a d'autres conséquences, effectivement. À partir de là, il se radicalise dans son opposition à l'Occident. Il comprend que l'Occident est une menace, on l'a vu d'abord interne, et que donc il faut contre-attaquer pour imposer à la face de l'Occident une sorte de contre-modèle qui serait le sien. Ce qui lui sert encore une fois d'abord en interne. Ça consiste à dire aux Russes, regardez, chez les autres c'est pire, et regardez le modèle que j'incarne, et regardez, il y a même d'ailleurs en Occident des gens qui trouvent que je suis quelqu'un de formidable. J'ai même des soutiens en Occident. Donc, je ne suis pas une sorte de despote qu'on peut contester comme vous venez de le faire dans les rues, mais je suis quelqu'un de parfaitement respectable et qui incarne un modèle, encore une fois. Poutine, Prokhorov, Poutine. Après une campagne électorale sous tension, arrive le scrutin présidentiel. Troisième mandat pour Vladimir Poutine. Poutine, actuel Premier ministre, ne se sera jamais vraiment éloigné du pouvoir suprême. Nous sommes le dimanche 4 mars 2012.
Mais cette fois, il va retrouver le fauteuil présidentiel au Kremlin et ce, dès le premier tour. Les premiers sondages à la sortie des urnes indiquent que Vladimir Poutine n'a guère de soucis à se faire, avec près de 62% des suffrages. À son retour à la présidence en 2012, Vladimir Poutine sent qu'il doit reprendre la main. Le philosophe Michel Elchaninov. Et il décide de le faire sur le mode idéologique. Et donc Vladimir Poutine décide à ce moment-là véritablement de commencer à imposer à son peuple, mais aussi de proposer au peuple du monde entier ce qu'on va appeler le poutinisme. Alors, il avait déjà tracé l'esquisse de l'idée d'une voie russe de développement, d'un chemin de développement qui serait distinct de celui de l'Occident. Il avait déjà affirmé également que le destin de la Russie était aussi de regarder vers l'Asie et d'aller davantage vers un allié chinois que vers des Occidentaux qu'il considère comme hypocrites. Et en 2013, il ajoute une couche à cette idéologie qui est celle d'un conservatisme assez affirmé, voire brutal, notamment dans un fameux discours qu'il a fait à la réunion du club Valdai, qui est un club d'experts de la Russie, d'experts venant de tous les pays du monde, où Vladimir Poutine dit que dans certains pays, on veut mettre sur le même plan le mariage traditionnel et une famille avec des enfants et le mariage homosexuel. Alors c'est intéressant parce qu'on est en 2013, au moment où en France, des manifestations ont lieu contre le mariage homosexuel. Et au cours de ces manifestations, il y a une manifestation qui est allée devant l'ambassade de Russie à Paris avec des pancartes « Poutine, aide-nous ». La Russie est un pays qui défend encore la famille et le mariage. Et je crois que ce n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'un sourd. Vladimir Poutine a vu qu'il y avait des tensions sociétales qui étaient en train de naître dans les sociétés occidentales. Il a voulu jouer sur ces tensions. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la Russie va être le pays du conservatisme, c'est-à-dire le pays du patriotisme, le pays où nos racines religieuses sont affirmées et non pas négligées, le pays où les racines traditionnelles, la famille traditionnelle sont mises à l'honneur. Alors ce que Vladimir Poutine appelle la famille traditionnelle, c'est la famille hétérosexuelle. Donc il y a un fond d'homophobie qui est absolument patent dans ce tournant idéologique. Vladimir Poutine, septembre 2013. Nous pouvons voir comment certains pays euro-atlantiques sont en train de rejeter leurs racines, y compris les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation occidentale. Ils mettent en œuvre des politiques qui rendent égales les familles nombreuses et les unions de même sexe. La croyance en Dieu et la croyance en Satan. Et il va dire, voilà, maintenant, les Russes, mais aussi les peuples du monde entier, ont une patrie conservatrice. Et c'est la Russie. Et donc, il y a une nouvelle offensive idéologique qui commence, avec l'idée à la fois d'augmenter sa mainmise sur les esprits dans son pays, mais aussi d'attirer des personnes qui, dans le monde entier, vont être séduits par la figure de bad boy, de résistants à l'ordre mondial, de non-alignés, d'anti-impérialistes, de conservateurs, de chefs virils que déploie à ce moment-là Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, septembre 2013. Les excès du politiquement correct sont tels que des gens parlent sérieusement de proposer des partis politiques qui ont pour objectif de promouvoir la pédophilie. Les gens, dans certains pays européens, sont embarrassés ou ont peur de parler de leur appartenance religieuse. Et on essaye, avec agressivité, d'exporter ce modèle partout dans le monde. Je suis convaincu que cela ouvre une voie directe à la dégradation et au primitivisme, résultant en une profonde crise démographique et morale. Il fait feu de tout bois. Donc il cherche un certain nombre d'arguments et effectivement, il y a celui-là, c'est-à-dire que nous incarnons des valeurs traditionnelles face à un Occident et des démocraties décadentes. Benoît Wittkin. Il a un tournant conservateur qui consiste notamment à s'afficher dans des églises bien plus souvent qu'il le faisait auparavant pour incarner cela, qui consiste à modifier des lois par exemple, avec notamment, alors ça ce sera dans les années qui suivront, une pénalisation de, entre guillemets,
limiter la propagande homosexuelle. Il y a un certain nombre de choses qui lui permettent, de proposer aux Russes une sorte de retour à un âge d'or qui n'a d'ailleurs jamais vraiment existé, qu'on pourrait situer dans une période tsariste, par exemple, à un moment où l'Église était au milieu du village, pour reprendre une expression, et où l'Église, la morale, les rapports entre les hommes et les femmes, ça c'est quelque chose de très important aussi. Récemment, le Parlement russe a voté une loi dépénalisant les violences conjugales, par exemple. Ça n'est pas anodin, ça rentre là-dedans. C'est un ordre traditionnel, profondément viriliste, misogyne, homophobe, et donc religieux. Donc c'est ça ce modèle-là. Alors ça, évidemment, petit à petit, mais ça prend du temps, des conséquences sur sa manière d'exercer le pouvoir. Petit à petit, sont exclus des cercles dirigeants les libéraux, les modérés, qui existaient en Russie, qui étaient des gens qui étaient notamment, et ça c'est important, des libéraux économiques, parce que la Russie, et jusqu'à maintenant, reste un pays économiquement libéral. Ça n'est pas l'Union soviétique, et donc il y avait dans les cercles du pouvoir des gens qui étaient des libéraux économiques et qui étaient évidemment, on l'imagine, plus tournés vers l'Occident et plus enclins à un peu de démocratie. Et donc il y a petit à petit, effectivement, un renouvellement autour de lui et des gens qui montent en puissance. Et il y en a un d'ailleurs que j'ai rencontré, qui est Konstantin Malofeev, par exemple, qui est intéressant, ou encore Vladimir Yakounine, qui était alors là pour le coup quelqu'un vraiment de son entourage très proche, et qui sont dans les deux cas des chantres des valeurs religieuses. Quelqu'un comme Konstantin Malofeev a des liens très proches avec l'Église orthodoxe russe. On pourrait le qualifier d'intégriste orthodoxe, Malofeev, et à la faveur de ces bouleversements, des gens comme Malofeev ou comme Yakounine voient leur capacité d'influence croître. Regardez l'Europe. Elle est en plein déclin moral. Konstantin Malofeev, oligarque russe et proche de Poutine. La famille, c'est une catastrophe. Avec tellement de divorces, il y a les problèmes démographiques. Tous ces problèmes ont une cause. Les Européens ne sont plus chrétiens. Et si vous perdez votre identité, alors préparez-vous à vivre dans un califat. Vous devez absolument retourner à vos racines, redevenir qui vous êtes. C'est ça que nous pouvons apporter à l'Europe. En 2012, Vladimir Poutine est donc parvenu à reprendre la main en Russie. Son objectif est clair, verrouiller la société russe et défendre son modèle impérial et slavophile. Au même moment aux États-Unis, Barack Obama a été réélu pour son second mandat. Je vais retourner à la Maison-Blanche plus déterminé et inspiré que jamais. Et ces deux-là, Poutine et Obama, doivent donc entamer une relation entre chefs d'État. Je n'ai pas senti qu'il y avait une bonne relation entre le président Obama et Vladimir Poutine. Leon Panetta, secrétaire à la défense du gouvernement américain entre 2011 et 2013, résume très bien la situation. Pour je ne sais quelle raison, leur rapport était mauvais. Je pense que cela a contribué à la dégradation des relations entre nos deux pays. Obama était quelqu'un qui avait décidé quelque chose qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire un recentrement stratégique des États-Unis vers l'Asie et vers la Chine, considérant que les rapports de force mondiaux seraient plus de l'ordre des relations entre les États-Unis ou l'Occident et la Chine. Et donc, pour des raisons purement géopolitiques, ça l'a conduit à considérer que la Russie de Poutine était quantité non pas négligeable, mais en tout cas que c'était loin d'être la question centrale. Or, ce que veut Vladimir Poutine, c'est poser son pays et donc lui-même comme un acteur global, comme au bon vieux temps de l'Union soviétique. Encore une fois, on est toujours dans ce mythe de l'âge d'or, qui est quelque chose de très profond et qui d'ailleurs dans les sciences politiques est bien connu. C'est la meilleure manière de mobiliser des nations autour de l'idée. Avant, on était respecté et avant c'était mieux. Et donc,
Face à ça, c'est d'abord ça le problème de Poutine, c'est ce recentrement-là. Et face à ça, Poutine estime que la Russie n'est plus considérée par les États-Unis comme finalement le rival numéro 1. Et c'est ça qu'il veut. Et donc, à cette lumière-là, il en vient à interpréter tous les signaux qui viennent des États-Unis, et donc à extrêmement mal réagir lorsque Barack Obama a un discours, et dans un discours, une phrase un peu maladroite, mais qui correspondait à une réalité, qui était le fait que la Russie soit, selon ses mots, une puissance régionale. La Russie est une puissance régionale qui menace certains de ses voisins immédiats. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est faible. Nous avons une influence immense sur nos voisins, mais la différence c'est que pour bien coopérer avec eux, nous n'avons pas besoin de les envahir. Poutine réagit très mal, et puis ça se marque aussi par des choses, alors là pour le coup très psychologiques, mais qu'on m'a raconté, qui est notamment une rencontre en marge d'un G7 entre Poutine et Obama, et où Poutine s'est senti pris de haut par Obama. Donc Poutine est à l'affût de petits détails. Et un des petits signes auxquels Poutine est très sensible, c'est le fait notamment que lui a dû dire bonjour à Obama en anglais et quelques mots, et Obama n'a fait aucun effort pour ne serait-ce que dire spasiba, enfin les quelques mots que dans ces situations on peut dire pour marquer à son interlocuteur qu'on a un respect minimum pour lui. Je ne sais pas quelle est la part de sincérité là-dedans, et ça renvoie à quelque chose de plus général, qui est que ce sentiment d'humiliation, c'est un sentiment vécu évidemment par Poutine, qui est instrumentalisé en permanence pour dire, lorsqu'on m'humilie moi, Vladimir Poutine, on vous humilie vous, grand peuple russe. Donc on voit très bien comment c'est utilisé. Mais ça a assez peu de réalité objective. À la fin de la guerre froide, puisque ça renvoie à cette humiliation, c'est l'idée que nous avons été une grande puissance, nous ne sommes plus considérés. À la fin de la guerre froide, l'Occident qui a gagné la guerre froide, les États-Unis qui ont gagné la guerre froide, prennent bien soin de ne pas humilier la Russie en ayant toutes sortes de traités, en l'acceptant dans le G7, enfin par un certain nombre de choses. Et cette humiliation, elle est ressentie d'abord, elle est subjective de la part de la Russie, et elle correspond effectivement à une réalité objective, c'est que l'Union soviétique s'est effondrée. Il y a une deuxième chose qui est que la Russie n'est pas parvenue, alors qu'elle avait quand même beaucoup d'atouts entre les mains, à être une démocratie plus ou moins réelle, et en tout cas à avoir une économie solide hors les matières premières. Et on a assisté plutôt à ce qui a été une sorte de chaos, notamment dans les années 90, avec une prévarication de la part d'un certain nombre d'oligarques qui se sont trouvés ensuite, évidemment, dans l'entourage de Poutine lui-même, de prévarication et de captation des richesses. Donc cette humiliation, elle correspond en fait à ça. La mise en scène est soignée, mais l'atmosphère glaciale. Sur leurs visages, les sourires figés disent leur profonde défiance. Rapide poignée de main entre Barack Obama et Vladimir Poutine, qui tournent les talons aussi secs. Une nouvelle guerre froide se met en place. Et pour bien comprendre la relation complexe entre Vladimir Poutine et Barack Obama, il faut curieusement repasser par l'archipel du Goulag. Vous allez voir, c'est troublant. Pour saisir un aspect fondamental de la diplomatie russe selon Poutine, il faut avoir recours à la culture carcérale du Goulag. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alexandre Solzhenitsyn est donc ici avec nous. Je ne crois pas qu'il soit utile de vous le présenter. Disons simplement que c'est un écrivain soviétique, exilé de son pays depuis 2 ans, depuis 1974. C'est l'auteur d'un certain nombre de romans, de livres, et puis les 3 tomes maintenant de l'archipel du Goulag, dans lesquels Alexandre Solzhenitsyn dénonce la répression terrible qui s'opère dans les prisons et dans les camps de concentration soviétiques à l'égard des opposants du régime. Les goulags étaient dominés par les truands, c'est ce que décrit Solzhenitsyn. L'historienne Françoise Thom.
Et il y avait une hiérarchie parallèle à l'administration. Il y avait l'administration soviétique du NKVD, justement, et puis une hiérarchie parallèle qui était la hiérarchie criminelle, avec en bas de la hiérarchie des malheureux qui étaient les souffres-douleurs, qui étaient vraiment considérés comme des sous-hommes. Et il y avait un code aussi, il y a un code criminel qui s'est développé dans ce milieu de la pègre. Et c'est justement ce code criminel qui est important pour comprendre Poutine. Ça explique, par exemple, que la trahison, à ses yeux, doit être punie de mort. C'est quelqu'un qui trahit la bande, encore une fois. Et le KGB aussi fonctionnait comme ça. Cette logique de bande est aussi celle des bolcheviks, de Lénine et de son groupe, et Staline avait cette mentalité de chef de bande. Il n'y avait pas d'État soviétique, il y avait le parti qui lui-même était constitué par des groupes avec un chef de bande. Et qui sous-entend que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire que dans ce monde-là, seule la virilité, la force, la puissance... Voilà, c'est ça, et c'est que chaque fois qu'on est en face d'un interlocuteur, on teste sa capacité de résistance. Et s'il fléchit, eh bien, on sait qu'on peut le piétiner. Et ça se passait comme ça au Goulag. Quand il y avait un nouveau venu, on le soumettait à une épreuve, on faisait tomber ses affaires. S'il se baissait pour ramasser les affaires, il était fichu. On considérait qu'il était soumis. Donc, qu'il serait un faible. Et Poutine fait la même chose avec ses interlocuteurs occidentaux. Quand il a reçu John Kerry sous Obama, il l'a fait attendre, je crois, 2 ou 3 heures pour voir s'il se laisse humilier. Et si un personnage se laisse humilier, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec lui. C'est cette logique de truand qui est à l'œuvre. Pour bien comprendre ce que veut dire aussi culture carcérale, je crois que 25% des hommes russes ont connu la prison. Ça veut dire que ce que vous développez là, c'est aussi intégré dans la société russe. Voilà, c'est-à-dire que les hommes sont passés par la prison, ce code-là, on le connaît. C'est ça, c'est un code qui est implicite dans les relations, parce qu'à la fin de la période soviétique, à peu près 25% de la population, dans certaines régions, c'était même la moitié, qui était passé par les goulags, puisque à l'époque soviétique, toutes les activités économiques indépendantes pouvaient être criminalisées. Ça faisait beaucoup de monde dans les goulags. Et une fois qu'ils étaient passés par les camps, justement, ils s'imprégnaient de ces mœurs de la pègre et ils les diffusaient dans le reste de la société. Cette culture carcérale du rapport de force qui a infusé la société russe sous l'ère soviétique, Poutine en joue et l'utilise avec tous ses interlocuteurs. Dernier exemple en date, Emmanuel Macron. Au mois de février 2022, dans un ultime espoir d'empêcher la guerre aux portes de l'Union européenne, le président français fait le voyage à Moscou. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Une fois sur place, il est reçu par un Poutine aux allures de parrain. C'était l'image de ce début de semaine. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine séparés par une très longue table lors de leur rencontre au Kremlin pour évoquer les tensions à la frontière ukrainienne. Cette immense table en marbre, de 6 mètres de long, que raconte-t-elle ? Eh bien, notre reporter, Martine Abat, est allé poser la question à la sémiologue Mariette Darigrand. Alors, il faut peut-être commencer par la couleur blanche, parce qu'en fait, c'est elle qui produit cette impression d'étendue immense. Bon, c'est vrai, la table était très très grande, mais c'est augmenté par la couleur blanche de la table, des pieds de la table, du tapis, des murs, des fauteuils même. Donc, c'est comme si Vladimir Poutine submergeait Emmanuel Macron par la couleur blanche qui est liée à la Russie. La Russie a pris la couleur blanche du tsar, de la royauté, contre ses ennemis en quelque sorte. Hein. Donc là, il est clair que ce n'est pas un blanc de la pureté, c'est un blanc de la force, de la puissance et aussi presque de la fertilité. Le vrai blanc de la pureté, c'est le candidat, le candide. Et le blanc-cou, c'est un blanc, ça peut être le blanc de l'œuf, ça peut être le blanc de la fertilité. C'est un blanc qui dit qu'il détient le secret de la vie d'un peuple. Voilà, je pense que c'est à ce titre-là. C'est pas comme indice de pureté
que parle Poutine. C'est comme indice de puissance de la Russie, qui est le plus grand pays. Donc la grande table représente aussi ce grand pays et un pays peuplé. Alors maintenant, cette table, il y a une distance évidemment symbolique, réelle et symbolique. Réelle par temps de Covid peut-être, on sait que Poutine en a très peur, là ils n'ont pas les masques. Et puis aussi symbolique parce que Poutine veut montrer qu'il est différent, qu'il est le maître de la distance à tenir avec l'Europe. Revenons au duo Obama-Poutine. Par le passé, les deux puissances se faisaient peur sur le terrain militaire. Durant la guerre froide, il fallait exhiber ses chars et son artillerie lourde pour impressionner l'adversaire. Or, cette nouvelle confrontation entre Russes et Américains emprunte des chemins différents. C'est ainsi qu'en 2013, les Russes lancent une offensive médiatique. Bonsoir à tous. Au nom de toute la rédaction, je suis très fière et très heureuse de vous accueillir pour ce tout premier journal d'RT France. RT France comprenait Russia Today, version francophone. Les Russes créent donc deux médias mondiaux, RT et Sputnik, avec une ambition très claire, dégoûter les peuples occidentaux de la démocratie, jusqu'à s'immiscer dans les campagnes électorales des pays visés, comme ce fut le cas en France en 2017. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Emmanuel Macron, 29 mai 2017. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Ces manœuvres médiatiques n'ont rien d'anecdotique. Elles ont été pensées par un stratège, le général Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, proche de Poutine. Il a élaboré une vraie doctrine, la guerre hybride. La guerre hybride, ça consiste à dire que pour mener la guerre, il n'y a pas seulement la force militaire classique, mais il y a également d'autres moyens qui sont des stratégies d'influence, de déstabilisation de l'ennemi sur un front intérieur qui passe donc par les sociétés elles-mêmes et pas seulement par des fronts militaires. Benoît Wittkin. Cette ambition médiatique, c'est pour Poutine de porter des coups à l'Occident, tout simplement. Porter des coups, de faire mal, d'affaiblir, de manière à obtenir plusieurs résultats. Le premier, c'est d'accroître les divisions dans les sociétés occidentales. Et ça, il a bien conscience que les sociétés occidentales sont profondément divisées, elles ont des faiblesses. On verra très peu de temps plus tard quelles ont été les faiblesses aux États-Unis qui ont mené à l'élection d'un personnage aussi antipathique et méprisable que Donald Trump. Et donc il sent qu'il faut accroître ces divisions par des médias qui donc mettent en avant ces lignes de fracture. C'est assez amusant quand on y pense. J'avais procédé de manière un peu évidemment comme ça non scientifique, mais en observant quel était le discours de Russia Today en France et aux États-Unis. En France, clairement, Russia Today se positionnait en soutien à une ligne identitaire plutôt d'extrême droite et anti-immigrés notamment, alors qu'aux États-Unis, Russia Today se positionnait plutôt dans une ligne qu'on pourrait qualifier de gauchiste et donc favorable aux immigrés sud-américains, puisque c'était là aussi un point de crispation pour la société américaine. Donc ça consiste par toutes sortes de moyens et également par des relais politiques et médiatiques qui vont au-delà simplement de ces médias-là. Ça consiste à accroître les divisions. Ça consiste aussi en mettant le doigt sur ces divisions, à présenter aux Russes l'Occident comme finalement des États, des nations faibles, décadentes, divisées, pour leur dire tout simplement, au moins en Russie, l'ordre règne, et donc finalement ne regardez pas du côté de l'Occident, contentez-vous de ce que je vous propose là. Et puis, l'objectif était également de susciter, si possible, des pouvoirs politiques sur le modèle poutinien.
C'est d'ailleurs un des conseillers les plus écoutés de Vladimir Poutine, qui est quelqu'un qui s'appelle Vladislav Surkov, qui a été pendant longtemps le théoricien de ce que les Russes appelaient la verticale du pouvoir, qui est une sorte de concept de science politique qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de justifier la dictature, pour faire simple. Et Vladislav Surkov était également son conseiller pour l'Ukraine, ce qui n'est pas anodin. On voit très bien là aussi à quel point l'Ukraine est quelque chose de extrêmement important pour Vladimir Poutine. Et donc Vladislav Surkov a théorisé ça dans un texte en expliquant que Vladimir Poutine avait intérêt, que la Russie avait intérêt à ce que surgissent des poutiniens, notamment en Occident. Et donc, cette influence russe qui va jusqu'à stipendier des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques un peu partout, en Occident, mais pas seulement, également en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Amérique du Sud. Donc toutes ces actions qui finalement nous rappellent la guerre froide. Vladimir Poutine, qui est un homme de la guerre froide, évidemment n'est pas sans se souvenir que l'Union soviétique était engagée dans une guerre froide, était engagée parfois dans des conflits périphériques armés, mais également avait à sa disposition l'arme idéologique, l'arme de la conviction idéologique, et l'Union soviétique ne s'est pas privée de l'utiliser de différentes manières. Donc il se souvient très bien de ça, il a conscience que ça peut à la fois accroître sa puissance et ça peut surtout faire mal à l'Occident. Interview de Vladimir Poutine au journal allemand Bild, janvier 2016. Vous me demandez si je suis un ami ou un ennemi de l'Occident. Je ne suis ni votre ami, ni votre fiancé, ni votre larbin. Je suis le président de la Russie. 145 millions de personnes qui ont des intérêts. Et mon travail est de préserver ces intérêts. Depuis 22 ans, Poutine s'est beaucoup exprimé. Discours, interviews ou commémorations. Et pendant des mois, le philosophe français Michel Elchaninov s'est plongé dans toutes ces traces écrites de Vladimir Poutine, avec l'ambition de sonder les bases d'une doctrine. Alors, voyons le résultat de ces recherches. Qu'est-ce que le poutinisme ? Le poutinisme est un patchwork d'idées, de références, parfois contradictoires, mais qui servent à Poutine à rassembler son peuple, mais aussi à séduire des peuples dans le monde entier autour de grandes idées. Michel Elchaninov. Quelles sont ces grandes idées ? D'abord, il y a une strate soviétique chez Vladimir Poutine. Il croit au patriotisme soviétique, il croit au KGB et au FSB, il croit surtout à la victoire des armées soviétiques sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est persuadé que les dirigeants occidentaux sont ingrats vis-à-vis de la Russie d'avoir sauvé l'Europe du nazisme. Il est imprégné par cette idée que l'homme soviétique est prêt à se sacrifier pour une grande idée, contrairement aux occidentaux qui préfèrent le confort et qui ont du mal à se sacrifier. Deuxième couche, ce que j'appelle la voie russe, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle la Russie ne doit surtout pas ressembler à l'Occident, mais qu'elle a son propre mode de développement, sa propre culture qu'elle doit absolument défendre contre des tentatives de normalisation qui viendraient de l'Occident. Et donc, il va faire l'apologie des vertus de la confession orthodoxe, du patriotisme, de la famille traditionnelle contre une de ses lubies qui est l'homosexualité et l'union homosexuelle. Donc, il va essayer d'expliquer que il y a un monde russe qui est fondamentalement différent du monde qu'il juge vendu à la consommation, matérialiste, zombifié de l'Occident. Troisième pilier du poutinisme, c'est le conservatisme. Pour Poutine, l'Occident a oublié ses racines chrétiennes, notamment l'Europe. L'Occident est ouvert à tout vent. L'Occident ne sait pas gérer ses tension avec ces nouveaux arrivants. L'Occident a un rapport assez faussé avec l'islam. Donc, la Russie propose une idéologie conservatrice. Et puis, quatrième pilier du poutinisme, c'est l'idée d'eurasisme. Alors ça, c'est une théorie philosophique qui est née dans les années 1920 et qui consiste à dire que la Russie, en fait, n'est pas du même monde que l'Europe occidentale. Que la Russie, en fait, est au cœur d'une civilisation à part qui s'appelle l'Eurasie,
donc qui va jusqu'aux confins asiatiques de la Russie, et dans lesquels se mêlent des peuples slaves, mais aussi des peuples turciques, où se mêlent la confession orthodoxe et la religion musulmane dans un ensemble harmonieux. Et ça, Vladimir Poutine le fait, appuie souvent sur cette touche eurasiatique pour parler aux nombreux musulmans de Russie, pour séduire les pays d'Asie centrale, ou aussi pour montrer à la Chine que la Russie est plus proche de Pékin que de Berlin et Paris. Donc, soviétisme, voie russe de développement, conservatisme, eurasisme, c'est à partir de ces 4 piliers que Vladimir Poutine a construit une idéologie qu'il utilise à sa guise, suivant les circonstances. Мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной. Nous voulons que notre Russie soit libre, prospère, riche, forte et civilisée. Serment de Vladimir Poutine, mai 2000. Страной, которой гордятся ее граждане. Un pays dont ses citoyens soient fiers и которые уважают в мире. Et qui soit respecté dans le monde. La Russie, respectée dans le monde. Dès son arrivée au pouvoir il y a 22 ans, Poutine dessinait les contours de son projet politique. Où en est-on aujourd'hui ? Je crois qu'il y a beaucoup d'intellectuels russes aujourd'hui, proches du pouvoir, proches du Kremlin, qui clament que la Russie mène une guerre de civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre de civilisation ? C'est très différent d'une guerre de conquête territoriale, parce que les conquêtes territoriales, elles visent ensuite à provoquer un traité de paix. Or, la guerre de civilisation, elle se gagne ou elle se perd. Aujourd'hui, Vladimir Poutine prétend que la Russie est menacée dans son existence même, et il pense surtout au modèle aujourd'hui qu'elle exprime dans le concert des nations. Pour lui, la Russie est le sauveur conservateur du monde, et le pôle eurasiatique qui doit s'opposer au pôle atlantiste. C'est l'empire de la terre russe contre l'empire de la mer, qui est incarné par les anglo-saxons matérialistes, qui ne pensent qu'au commerce, etc. Donc en fait, effectivement, Vladimir Poutine, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, en fait, depuis pas mal d'années, propose un conflit de civilisation qui risque de dégénérer en guerre de civilisation. Et dans ce conflit, ce qui est le plus inquiétant, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on la gagne, soit on la perd. Et Vladimir Poutine essaye finalement d'inquiéter, de paniquer les Russes, mais aussi les russophones, mais aussi les orthodoxes, grecs, serbes, français ou autres, mais aussi tous les conservateurs du monde entier, en disant que nous sommes rentrés dans une phase décisive durant laquelle soit c'est le modèle consumériste qui gagne, soit c'est le modèle spiritualisant russe qui l'emporte. Et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien d'autre issue qu'une confrontation. Le dernier grand discours en date de Vladimir Poutine a eu lieu le 18 mars 2022 au stade Loujniki à Moscou. En pleine offensive contre l'Ukraine. Il s'agissait pour le Kremlin de célébrer le 8e anniversaire de l'annexion de la Crimée en 2014. Poutine et son rêve impérial, Poutine, le rassembleur des terres russes, Ukraine comprise. Nous voyons à quel point nos gars se battent de manière héroïque au cours de cette opération. Ensemble, ils s'entraident et se soutiennent. Nous n'avons pas vu une telle unité depuis longtemps. Cette séquence au stade Loujniki est troublante. C'est dans ce même stade que la France a gagné la Coupe du Monde de football en 2018. Pour analyser cette mise en scène étrange, notre reporter Martine Abat est retourné voir la sémiologue Mariette Darigrand. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation de Vladimir Poutine de mars 2022 ?
Alors écoutez, à ma connaissance, c'est la première fois que, en temps de guerre, un événement de type sportif qui en prend toute la sémiologie, tous les signes, est organisé. Donc c'est très osé, parce que le sport, c'est en quelque sorte la guerre sublimée. On sait que dans les sociétés partant de paix, le sport peut réveiller des sentiments nationalistes très forts, mais normalement il est là pour canaliser l'énergie agressive, guerrière éventuelle, en la chorégraphiant en gestes de sport et par des règles de vivre ensemble, de courtoisie. C'est très très important cette fonction du sport qui est presque une fonction cathartique. À un moment donné, il faut effectivement que le désir de battre un autre pays se déplace métaphoriquement vers la victoire sportive. Là, c'est la route inverse que nous fait faire Poutine. Il fait non pas du sport une guerre métaphorique, mais de la guerre un match métaphorique. Il déréalise complètement la guerre et il semble dire les morts ne sont pas vrais puisque c'est simplement deux équipes qui s'affrontent. Au fond, c'est ça qu'il dit. Et du coup, cette mise en scène est une très adroite utilisation propagandiste du sport. Et à ce moment-là, le stade est symbole de l'enfermement médiatique des Russes qui n'ont pas accès à d'autres sources. Et du coup, il met en scène un moment historique selon une comédie quotidienne, extrêmement populaire et sans enjeu de mort. C'est ça, c'est l'effacement complet de la mort, ce que fait à ce moment-là Poutine dans ce stade qui est un lieu médiatique, un lieu de télévision. Et c'est comme s'il avait aussi beaucoup regardé Trump montant sur l'estrade avec un vêtement, sa parka de coach. Il n'a pas son habit de président, ni son habit de militaire. Il est en habit de coach sportif ou de supporter. Il a ce col roulé blanc immaculé. Oui, il a le blanc et le bleu, qui sont aussi sur le drapeau russe. Donc il est une espèce de coach christique, sauveur de la patrie. Au centre du stade. Au centre du stade, et à ce moment-là, sa voix aussi est frappante. C'est une voix d'acteur, c'est pas une voix de solennelle. Il n'a pas de solennité. Voilà, sur la voix, sur le ton. Évidemment, dans le contenu, il fait sa propagande avec l'hypothèse de dénazification de l'Ukraine, mais c'est comme si il était dans un speech de coach sportif disant on va y arriver, on les aura, et il insiste sur l'énergie. Il mobilise non pas l'instinct guerrier, donc on n'a pas l'impression que les gens qui sont là sont des monstres, mais leur énergie physique, leur énergie de jeunesse, etc. Les images montrent bien des gens jeunes qui chantent, qui sont gais. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer une spontanéité du public aussi, c'est ça ? Je pense qu'il essaye de montrer une modernité de la foule. Il dit, nous aussi les Russes, nous savons nous réjouir lors de grands événements communiels. Donc tout ça est lavé de la guerre. Lui, bien qu'il se montre en sportif... Oui, il arpente la scène, il n'est pas derrière un pupitre, il marche sur la scène. Oui, et lui-même a un passé de sportif. Donc là, il convoque aussi ce corps-là. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le double corps du roi, dans la mise en scène des gouvernants. Il y a un corps réel, charnel, puissant, physique, et qui est en communion d'énergie avec le public, mais aussi, et là le bleu et le blanc de sa tenue, et sa voix qui est assez douce finalement, compose le roi ou le gouvernant, le tsar, qui est de droit divin, c'est-à-dire qui a un corps pas comme nous, qui a un corps qui n'est pas mortel. C'est comme s'il était en train d'immortaliser ce moment et qui ne mourrait jamais. Il sait que ce moment va rester dans l'histoire et de son pays. Donc ce sont des images historiques qui détournent les codes sémiologiques habituels, et donc il nous montre aussi que ça lui survivra, ou qu'il a déjà un pied dans la vie éternelle. En gros, il est quand même en train de dire « Moi, je suis le fils de la Grande Russie et j'en aurai toujours la puissance immortelle. » Moi, Ivan Vassilievitch, grand-duc de Moscou, je me déclare tsar. Longue vie à toi, ô tsar. Vous pouvez être certain que le camarade Staline saura remplir son devoir envers le peuple.
En conclusion de cette série consacrée à Vladimir Poutine face à l'histoire, il faut d'abord retenir que depuis 10 ans, il a créé un monde parallèle. Un monde où les vérités ne sont plus les mêmes que les nôtres, où les valeurs sont inversées et où les mots surtout ont perdu leur sens. Dans ce monde-là, Vladimir Poutine s'est octroyé une place de choix. Lui, il espère véritablement incarner le dirigeant qui aura écrit une nouvelle page de la Russie. Michel Elchaninov. C'est-à-dire, il espère dialoguer d'égal à égal avec des dirigeants russes d'avant ou d'après la Révolution, comme Pierre le Grand, Catherine II ou Vladimir Ilyich Lénine. Il veut rester dans l'histoire. C'est pour ça qu'il a voulu disposer du temps long en finalement vidant la démocratie de son sens en Russie. Et donc je crois que lui, sa victoire, ça sera de rester dans l'esprit de son peuple et du monde comme celui qui aura rendu à la Russie la place que lui dénie l'Occident depuis, dit-il, au moins le XVIIIe siècle. Donc c'est un rêve de grandeur qui paraît démesuré, mais qu'aujourd'hui Vladimir Poutine veut incarner. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est qu'il retrouve le sens des réalités. C'est-à-dire qu'ils comprennent que une guerre totale ne peut mener qu'à une ruine totale, et en tout cas, bien souvent dans l'histoire, à une défaite de celui qui a cru à sa victoire totale, donc à la ruine de la Russie pour des décennies. On peut espérer que Vladimir Poutine revienne à ce pragmatisme que beaucoup de dirigeants occidentaux lui ont tout de même prêté pendant des années, et que il reviennent à la table des négociations, en tout cas, et qu'il arrête cette guerre en Ukraine. Donc je crois qu'aujourd'hui, on assiste à véritablement un balancement entre une plongée dans le mythe de sa part, et puis le rappel des réalités, les réalités sociales, économiques, humaines, que représente son rêve grandiose de conflits civilisationnels. Poutine, c'est donc une attitude face au monde. Disons, une attitude face à la mutation inévitable des sociétés. C'est une aspiration vaine à arrêter la marche du temps et au désir de renfermer une société sur elle-même, ce qui est évidemment impossible. Laissons les derniers mots à Vitaly Mansky, le documentariste qui avait suivi Poutine lors de ses premiers mois au Kremlin en 2000. Que pensez-vous de l'idée d'un peuple uni sous la direction d'un Vladimir Poutine sage, clairvoyant et juste? Je sens une certaine ironie dans votre question. Les excès ne font généralement pas avancer les choses dans ce domaine. On ne peut pas se réjouir de voir tous ces bustes, ces monuments, tous ces symboles de l'autocratie dont nous avons hérité. Mais il est très difficile de lutter contre. On y va? Oui. Quelques instants plus tard, Poutine et Mansky sont à bord d'une voiture et, affable, Poutine se confie sur son quotidien. Comme vous vous en doutez, il m'est extrêmement difficile de m'arrêter en route pour aller m'acheter une bière. Des tas de gens m'accompagnent en permanence dans tous mes déplacements. Ça provoquerait des embouteillages. Vous auriez envie de vous arrêter? Oui. J'espère pouvoir un jour retrouver une vie normale. J'espère vraiment qu'un jour, j'aurai à nouveau la possibilité d'avoir une vie à moi, que je pourrai m'adonner à d'autres activités et vivre comme quelqu'un de normal. Poutine, le tsar soviétique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Reportage, Martine Abbat. Équipe éditoriale, Aude Cordonnier, Irène Menahem.
Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Benjamin Orgeret. Poutine, le tsar soviétique, est un podcast original de France Inter.